Pourquoi les vrais experts ne parlent pas d'intelligence artificielle? Je répète, pourquoi les vrais experts ne parlent pas d'intelligence artificielle? Donc aujourd'hui, c'est la question que nous allons voir. Je vais essayer de décortiquer, de détailler la raison principale pour laquelle les vrais experts comme moi, et particulièrement ceux qui travaillent et qui font véritablement de l'intelligence artificielle, donc qui créent des applications dites vraiment intelligentes, n'utilise pas en soi le mot intelligence artificielle. Avant de continuer, si tu me découvres dans cette chaîne et que c'est la première fois, sache que je forme les jeunes diplômés fraîchement diplômés de comprendre comment concevoir une architecture logicielle, savoir créer une application intelligente, véritablement intelligente en utilisant les standards du marché. Et particulièrement, bien évidemment, avec les modèles LLM, les grands modèles de langage, ChatGPT, bon, je vais pas tous les citer, Claude, Gemini, Perplexity et tout le reste. Bref, toute la logique de ce qui fonde réellement un grand modèle de langage, quels sont ses paramètres, comment faut-il changer un langage, pour quels besoins adapter, dans quel contexte, etc. Donc, ça, ce sont des choses que un expert véritablement conçoit et utilise au quotidien. Revenons maintenant au sujet de la vidéo. Pourquoi ne pas parler de l'intelligence artificielle? Alors, bien évidemment, il existe bien quelque chose, vous voyez bien, c'est le cas. Mais je veux dire en soi le mot, utiliser le mot intelligence artificielle. J'ai préparé ici, sur mon écran que je partage avec vous, une série de prompts assez instructives, en fait, pour pouvoir vous présenter les 10 étapes clés pour vous convaincre, je l'espère, en tout cas, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, pour mieux comprendre la raison pour laquelle on n'utilise pas le mot intelligence artificielle. Alors, première chose déjà, on va plutôt dire que ce qui existe au niveau des experts, c'est tout simplement la description de la logique mathématique jusqu'à la description d'un certain niveau, et je dirais même très haut niveau du langage naturel. Pour le cas de LLM par exemple. Pourquoi? Parce que premièrement, ce qui distingue aujourd'hui, et c'est le cas actuellement dans les débats entre les experts philosophiques et mêlant plusieurs disciplines, la psychanalyse, la psychologie et tout le reste, c'est que ce qui distingue fondamentalement, ça reste un débat, mais vous voyez bien qu'il y a des lignes de friction, c'est que l'IA ne raisonne pas comme un humain, bien évidemment, parce que c'est l'humain qui a créé l'IA. Et mais dans cette logique-là, c'est que on est en tant qu'humain, on est capable de déceler à partir du moment où une intelligence artificielle serait capable de faire une erreur de manière volontaire. Donc, on est capable de pouvoir décrire son processus de pensée de A à Z. Tandis que l'humain, quand il s'agit de penser même vis-à-vis de lui-même, est incapable. Ceci, bien sûr, relève des cas de philosophie, des cas de conscience, etc. Mais voilà fondamentalement déjà une particularité qui fonde réellement la scission claire et nette entre l'humain et une machine dite intelligente. Par exemple, on pourrait poser la question de savoir d'où viennent les pensées. Je pense qu'en philosophie, quels que soient les auteurs philosophiques préférés que vous aurez en tête, d'accord, tous ces auteurs-là ont déjà pensé cette question-là. Et jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à s'interroger là-dessus. Tandis que pour la machine, avec les outils mathématiques en particulier, on est capable, parce qu'on a été capable de mettre sur pied des architectures qui aujourd'hui démontrent qu'elles sont capables de comprendre le langage naturel, français, anglais, etc., avec des nuances quand même assez riches et variées. Donc, le premier point, je vais pas le détailler, mais vous voyez ici, c'était le premier prompt pour vous expliquer en quoi est-ce que l'IA n'est pas magique. Il n'y a pas de magie là derrière. Il n'y a pas d'intelligence à proprement parler. Il n'y a que de la description dense, en fait, de la statistique appliquée justement aux algorithmes. Maintenant, pour vous faire avancer dans le chemin de compréhension, il y a maintenant la seconde partie, c'est le neurone comme élément artificiel de base. Voyez le neurone ici, à l'instar d'un atome pour la description de la matière, au début évidemment de la science moderne. Le neurone ici, évidemment, c'est l'équivalent pour l'intelligence artificielle, pour l'architecture qui fonde en fait les IA, tous les IA que vous utilisez là d'ailleurs aujourd'hui, voilà. Donc, et aujourd'hui, vous avez le neurone artificiel. Un neurone artificiel, alors, ça ressemble à ça, vous voyez.
C'est ça, par exemple. C'est rond que vous voyez ici. Donc, c'est quoi, en fait? C'est tout simplement une fonction mathématique qui va, en fait, vous avez déjà utilisé ça quand vous étiez au lycée. Vous voyez les fonctions mathématiques d'une seule variable, par exemple, où on faisait entrer un paramètre en entrée, qui était combiné avec d'autres paramètres, d'autres fonctions. Et en sortie, on avait un élément de sortie Y. Donc, on va dire, pour un élément X, à quoi, on fait intervenir une fonction F, et en sortie, on a un calcul d'une variable ou d'un élément de sortie qui s'appelle Y. Voilà. Donc, ça, c'est réellement la base fondamentale du neurone artificiel. Je vais prendre ce prompt que j'ai défini et je vais vous le montrer, par exemple, ce que on pourrait voir derrière dans la définition réelle d'un neurone artificiel. Donc, vous voyez bien, ChatGPT est en train de me répondre. Un neurone artificiel est une unité de base dans un réseau de neurones artificiels. Il simule de manière simplifiée le comportement d'un neurone biologique. Donc, c'est une approximation, je précise bien une approximation grossière de la simulation d'un neurone biologique humain. Donc, voici son fonctionnement mathématique. Ici, nous avons un neurone donc qui prend en entrée plusieurs valeurs. Alors, donc, c'est véritablement cette architecture que vous avez ici. Donc là, vous avez chaque neurone, en fait, va constituer, par exemple, une valeur en entrée x1. Donc, on va dire x1, x2. Ici, par exemple, x1, x2, x3, x4, x1, et ainsi de suite. Donc, vous avez ici, à partir de ces entrées-là, on va appliquer des poids de pondération. On va dire des paramètres qui vont pouvoir juger de la pertinence de chacun de chaque entrée x1, x2, etc. Et après avoir ajouté ces paramètres-là, on va calculer une fonction qui est appelée une fonction d'activation. Et bon, tout le reste, en fait, c'est juste des fonctions mathématiques qui ont été obtenues par méthode empirique, etc., par étude, après test et tout le reste. Donc voilà la définition réelle d'un neurone artificiel. Ce que vous voyez pour la plupart du temps, chaque fois que vous utilisez ces modèles-là, vous avez cette architecture qui est tout le temps présente. La difficulté maintenant, alors peut-être petite question. Certains vont se poser la question tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette architecture un peu bizarre sous cette forme? Pourquoi pas une autre forme? Alors, sachez que cette forme, en fait, c'est une forme qui a été obtenue par, comme je l'ai dit, par méthode empirique. Et c'est justement à la base, on est parti du fait qu'il fallait décrire des phénomènes non linéaires dans la vie. Parce que la plupart du temps, nous avons des phénomènes non linéaires. À l'école, au lycée, vous avez étudié des fonctions mathématiques, mais pour la plupart, c'était des fonctions qui décrivaient juste simplement des comportements linéaires. Et par cette vision-là et le fait de mettre sur pied des architectures capables de refléter ce phénomène non linéaire, on en est arrivé à cette architecture. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été pensé de facto à la base comme ceci, mais c'est après expérimentation, empirisme, et parce qu'il fallait décrire la non-linéarité dans le quotidien. Donc, première chose, donc, la base fondamentale, c'est le neurone artificiel. À partir du neurone artificiel, on rajoute en fait plusieurs neurones, et en rajoutant plusieurs neurones, on obtient maintenant une couche de neurones, et une couche de neurones forme ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc le réseau de neurones, c'est ce que vous voyez ici maintenant. Ici, nous avons un réseau de neurones avec 3 couches. La première couche ici contient 2 neurones en entrée, et la dernière couche contient un seul neurone. Ici, par exemple, vous voyez bien là, vous voyez bien qu'ici on a un réseau beaucoup plus dense, d'accord? Et plus on a un réseau beaucoup plus dense, plus évidemment on a des neurones assez très gigantesques, et donc derrière, ce que cela veut dire comme implication, c'est qu'on est capable de pouvoir affiner au plus près, de suivre au plus près le comportement non linéaire de facto d'un phénomène naturel, d'accord? D'où pourquoi, même si on serait tenté de dire qu'un neurone artificiel est une simulation d'un neurone biologique, c'est parce qu'évidemment, dans cet esprit-là, en rajoutant tout un tas
déjà de neurones par couche, et en rajoutant plusieurs couches de neurones, on voudrait approximer en fait les calculs avec une précision chirurgicale. Voilà l'une des raisons aussi pour lesquelles, par exemple, en réalité, quand vous utilisez ChatGPT, vous avez l'impression quasiment que ChatGPT vous comprend et est capable d'adresser toutes vos questions là d'ailleurs. C'est parce que derrière, vous avez un neurone très dense, une couche de neurones, un réseau de neurones très dense et avec comportant des milliards de neurones. D'accord? Faudrait avoir ceci en tête parce que beaucoup de gens utilisent simplement ChatGPT, ces outils-là. Alors quand je dis ChatGPT, je parle globalement en termes de mots valises, un grand modèle de langage. Donc tous les grands modèles de langage que vous utilisez là d'ailleurs, c'est parce que derrière il y a cette architecture en fait qui supporte le modèle en question. Et plus on en a un réseau très très dense, très très grand, et plus on est proche d'une certaine forme de réalité parce qu'on est capable de pouvoir suivre la question, le prompt posé par l'utilisateur. Alors, maintenant, vous allez me poser la question, comment est-ce que tout cela se met en place? Évidemment, il y a des techniques d'apprentissage que l'on appelle le machine learning. Donc, c'est une discipline assez connue pour pouvoir faire en sorte que une architecture pareille puisse, à un moment donné, à un instant T, être capable de refléter la réalité par un apprentissage continu. Donc, le machine learning et notamment l'apprentissage automatique, donc en français, et l'apprentissage automatique avec un apprentissage supervisé. Il y en a plusieurs types d'apprentissage non supervisé et par renforcement. Mais le plus souvent, évidemment, on commence par un apprentissage supervisé parce que c'est l'humain qui dicte en fait la conduite de la machine. C'est l'humain c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je dis toujours que si vous avez conscience de tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, vous êtes rapidement convaincu que en aucun cas l'IA ne remplacera fondamentalement l'humain, parce que l'humain, tant qu'il y aura un humain sur cette terre, en tout cas un humain un tout petit peu intelligent, pas des crétins que l'on forme de plus en plus, et bon voilà, l'humain sera essentiel dans l'évolution de la machine, dans l'évolution de l'intelligence artificielle, parce que l'humain a accès à un certain niveau, à une certaine dimension de la réalité, de la description de la réalité, et donc par conséquent, ces informations-là, la machine en aura besoin pour pouvoir évoluer. Toute la question maintenant est de savoir, est-ce que on va atteindre le point de singularité ou on considérera que la machine sera elle-même capable de prendre ses décisions sans l'aval de l'humain et pouvoir donc apprendre par elle-même et se corriger par elle-même. Vous voyez, on est dans ces débats philosophiques par extension. Mais ça reste mon avis en tout cas, pour l'instant en tout cas, et encore pour des belles années, l'humain sera fondamental pour pouvoir faire progresser la machine. Donc, pour que la machine puisse bien apprendre, il faudra mettre en place des techniques d'apprentissage machine. Aujourd'hui, on utilise le machine learning, l'apprentissage automatique et notamment sa sous-branche, l'apprentissage supervisé. Alors, je vous donne par exemple ici un exemple de la description du processus d'apprentissage machine. Comme ça, vous pourriez voir précisément tous les détails que je viens de vous révéler. Alors, le processus d'apprentissage d'un réseau de neurones consiste à ajuster ses poids et biais pour se rapprocher de la réalité, pour qu'il donne les bonnes réponses sur un ensemble de données. Donc, les données, c'est l'humain qui a les données. C'est l'humain qui décrit le phénomène à travers les données d'entrée. Si, par exemple, je souhaite concevoir une voiture autonome, je dois être capable, en tant qu'humain, de fournir les données en entrée. Les données en entrée, c'est quoi? C'est par exemple l'état des routes. Qu'est-ce qu'une route, par exemple, pour que la machine puisse reconnaître ce que l'on appelle une route, un chemin, une adresse, un panneau stop, etc. Donc voilà les caractéristiques, par exemple, du type de données que l'on pourrait entrer dans un système de réseau de neurones. Et ce processus maintenant va s'effectuer simplement avec des fonds. Alors, ce qu'on appelle ne soyez pas très choqués par des formules mathématiques. Tout ceci, c'est rien en fait. C'est quand vous avez compris et quand vous faites vraiment de l'intelligence artificielle, ce que je vous présente là ou que ChatGPT vient de vous donner, c'est tout simplement en fait quoi. C'est que ce que l'on appelle une fonction de PET, c'est quoi? C'est que l'idée essentielle, c'est à la base, on veut décrire un phénomène en réalité. Donc, on sait la finalité, le résultat. On sait où on veut arriver.
Donc, on a la finalité du résultat en question. Maintenant, on fait entrer des paramètres en entrée. On fait passer ces paramètres dans des fonctions mathématiques de réseau de neurones. Et en sortie, on a un résultat. Le résultat de sortie, il est comparé avec le résultat, donc avec la finalité, avec le réel. On regarde maintenant en sortie la différence entre le réel, la finalité, donc le réel, et ce que l'on a obtenu lorsqu'on a fait un premier apprentissage. Plus l'écart est très petit, donc très réduit, plus on se rapproche de la réalité. Et donc, par conséquent, si l'écart est très grand, cela voudrait dire qu'on est encore très loin de la réalité. C'est par ces méthodes, en fait, denses, on répète le phénomène ainsi de manière répétitive jusqu'à être le plus proche, le plus près de la réalité, le plus près du résultat de la réalité, du résultat final. Alors, on n'est pas toujours, c'est jamais du 100%, je vous le garantis. Mais disons que des marges d'erreur par rapport à ce que l'on veut mettre sur pied. Une marge d'erreur, par exemple, si on est très proche, on va dire si on atteint un résultat de 95%, 98%, on peut considérer que on a atteint la réalité et par conséquent, on pourrait déployer ce système dans un environnement réel. Les voitures autonomes là d'ailleurs qui fonctionnent ne comprennent pas la route de A à Z, tel que vous, humains, tel qu'un expert, par exemple, ou un pilote de F1, par exemple, pourrait bien aller à une vitesse très grande V. Mais simplement, puisque nous vivons dans une société de règles, en fait, donc avec un code de la route, le code de la route définit bien quand même, voilà, à quel moment on doit s'arrêter, à quel moment on devrait accélérer, à quelle vitesse, à quel moment changer de priorité, conduire à droite, etc. La machine, tout cela, dans ce genre de conditions, est un élément qui fonctionne parfaitement et qui respecte les règles plus profondément qu'un humain. Vous voyez bien qu'avec les humains, malgré ces règles-là, on continue souvent sur certains tronçons d'autoroute à faire des accidents, tandis que ces règles-là, pour la machine, c'est du pain béni, parce que la machine va être capable de les respecter à merveille. Bien sûr, pour que cela puisse véritablement être mis sur pied, c'est parce que derrière, il y a des ingénieurs comme moi qui sont capables de penser ce genre de système, d'avoir la maîtrise réelle de l'architecture de A à Z et de la conception et puis de la création et bien sûr du déploiement au final. Donc, la fonction de PET, pour revenir à ce que je vous ai dit là, c'est tout simplement cette fonction qui va traduire l'écart entre le phénomène testé en apprentissage à premier coup avec la valeur réelle, et donc on rajoute tout simplement des fonctions mathématiques pour se rapprocher tout simplement du réel. Il y a la notion du gradient. Le gradient, vous avez déjà par exemple au lycée, je vais pas trop rentrer rapidement parce qu'il y a d'autres choses que je voudrais vous donner en plus. Disons que ici en fait on a notre fonction de PET en fait, toujours dans cet esprit-là d'approche. Par exemple, au lycée, vous avez étudié les fonctions de la première variable. Voilà, il faut dériver une fonction, tout simplement, f de x. On vous a dit, par exemple, que lorsqu'il fallait trouver un minima ou un maxima, c'était de dériver cette fonction, de trouver là où la fonction dérivée s'annulait, et à partir de là, trouver le point, la valeur de x, et revenir injecter dans la fonction pour déterminer si la fonction avait un minima ou un maxima. Le gradient ici, c'est ce que l'on fait en pratique pour pouvoir déterminer où est-ce que la fonction de PET en fait va être la plus minime possible en fait, et pas des techniques mathématiques et des méthodes algorithmiques, puisque nous avons des fonctions assez complexes. Dériver simplement une fonction ici et essayer d'aller trouver là où les valeurs où cette fonction s'annule, ce n'est pas un calcul simple en pratique par la main. Donc on va utiliser des algorithmes et des fonctions assez poussées pour pouvoir résoudre ce problème. Mais la logique reste la même. C'est toujours la même chose d'aller trouver le minima, où est-ce que cette fonction de PET peut être minimisée le plus que possible. Alors, donc, voilà ce qui fonde réellement la partie d'entraînement d'un modèle de grand langage, en fait. Un grand modèle de langage à travers justement le réseau de neurones que je vous ai présenté ici. Maintenant, donc, on passe à ça. Pourquoi ou
À quel moment passe-t-on de cet apprentissage-là, de ce réseau de neurones, à ce que l'on appelle aujourd'hui les mots déjà qui constituent le langage naturel? C'est que en fait, tout ce que vous avez vu là, comme je vous ai déjà dit au préalable, c'est qu'un grand modèle de langage, ce n'est pas ne comprend une fois de plus ne comprend pas le langage tel que vous et moi. Derrière, c'est une série de probabilités, un agencement de probabilités calculées qui va constituer la vraisemblance d'une chaîne de caractères. Ce que vous tapez pour la machine, c'est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, en fait, chaque mot est considéré comme étant une probabilité calculée. Une probabilité calculée sur la base de quoi? Une probabilité calculée sur la base d'un corpus de texte. Vous prenez par exemple Wikipédia, ou plus le corpus est grand, mieux c'est, parce que cela voudrait dire que on se rapproche beaucoup plus près de l'ensemble des mots qu'utilisent les humains dans la société ou depuis des années. Donc, si le modèle a rencontré un corpus de textes de milliards et de milliards de textes, et des bibliothèques, des textes variés, des disciplines scientifiques et d'autres, mieux c'est. Pourquoi? Parce que on va pouvoir donc calculer par exemple un score de probabilité qui va définir à quel moment il est plus cohérent de mettre tel mot avec tel autre mot sur la chaîne de caractères. D'accord? Je répète, ça c'est très essentiel. Je suis en train de vous donner réellement, de vous faire comprendre le cœur même de la logique des grands modèles de langage. Je n'utilise pas des mots techniques. Je pourrais les utiliser, mais je vais en perdre beaucoup d'entre vous. Donc, je voudrais que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire actuellement. Je répète, ce que vous tapez ici, sur l'interface de ChatGPT, d'accord? Comme c'est ici, blablabla, ok? Pour la machine, pour le grand modèle de langage, c'est une série de caractères. Donc, ce que nous appelons un mot. D'accord? Chaque mot maintenant, pour que la machine puisse savoir que tel mot se situe à telle place par sa cohérence dans le langage en particulier, dans le langage en français, on va dire complément d'objet direct, sujet, verbe, complément, etc. C'est parce que il y a eu bien évidemment l'apprentissage machine learning, l'apprentissage supervisé que je vous ai présenté précédemment, mais à travers maintenant cet apprentissage-là, on a pu déterminer à partir d'un corpus de texte, et plus le corpus est grand, mieux c'est, parce que cela voudrait dire que l'ensemble des mots que les humains utilisent jusqu'ici, cet ensemble-là a été saisi, donc a été répertorié, a été cartographié. Et donc maintenant, on va attribuer pour chacun des mots se trouvant dans ce corpus de texte-là un score de probabilité. Le score de probabilité va être obtenu, on va mettre un algorithme sur pied qui va déterminer pour un mot en particulier, dans ce corpus de texte de milliards, dans un sous-ensemble de chaînes de caractères, quelle est la probabilité qui maximise en fait le lieu sur la chaîne de caractères où le mot en question devrait être situé. Notamment avec les règles, comme je vous ai dit, qui viendront supporter la logique de traduction du langage naturel. Donc en français par exemple, savoir à quel moment mettre une virgule, à quel moment mettre une majuscule, qu'est-ce que cela implique. Tout ceci, ce sont des données en entrée qui sont entrées dans le réseau de neurones. Et c'est comme ça, avec des entraînements répétitifs, d'accord, pour qu'on obtienne un modèle de grand langage, un grand modèle de langage assez fiable. C'est parce qu'il y a eu plusieurs entraînements. Ce n'est pas d'un seul coup qu'on obtient un modèle assez fiable. Et donc, en faisant toute une série d'apprentissages, etc., on finit par obtenir un grand modèle de langage très fiable, très précis. D'où, donc, ChatGPT. Et maintenant, derrière ce que je viens de vous dire, on va utiliser des mots tels que les vecteurs d'embedding. Donc, les vecteurs d'embedding, c'est simplement, en fait, c'est un vecteur qui va être capable de convertir un mot, donc un caractère par exemple, ce que l'on va appeler un token, réellement, une unité de mots pour la machine, en une série de chiffres en fait, donc en un vecteur numérique.
ce vecteur numérique, justement, est une traduction le score de probabilité derrière qui se cache. J'ai essayé d'utiliser les mots les plus simples. Je peux pas faire plus simple que ça. Mais suivez encore à nouveau ce que je vous ai dit précédemment. Voilà donc la raison pour laquelle on arrive maintenant à qu'est-ce qu'un modèle de langage. Donc, description. Je vous décris ici maintenant qu'est-ce qu'un modèle de langage. Pour que vous puissiez mieux comprendre, un modèle de langage probabiliste, d'accord, est un système qui prédit les mots dans un texte, un corpus, en se basant sur les probabilités d'apparition des mots ou des séquences de mots apprises à partir d'un grand corpus de texte. Voilà la définition d'un modèle de langage. Maintenant, quand on parle de large language model, donc de grands modèles de langage, c'est parce que déjà, nous utilisons un grand corpus de texte, donc des milliards, de l'ordre, c'est du milliard, voilà. Et d'autant plus, aujourd'hui, nous avons, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Nous avons deux choses qui changent. Nous avons la donnée, les données, donc le big data, la donnée est accessible aujourd'hui à une vitesse grand V, mais nous avons également quoi? La rapidité, la vitesse combinatoire à laquelle on est capable aujourd'hui d'accentuer les calculs, les opérations à un niveau beaucoup plus fin. Voilà les deux choses qui ont changé véritablement la donne. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, je vous rappelle, et les puristes le savent, l'IA, on parle de l'IA depuis les années 60 à peu près, à minima. L'IA moderne dans sa forme moderne. Mais simplement, ce qui a changé depuis en 2009 à peu près, ou même 2005, c'est parce que, évidemment, il y a la vitesse de croisière du combinatoire, du matériel informatique, qui est aujourd'hui beaucoup plus accessible qu'avant. On est donc capable aujourd'hui de concevoir des systèmes informatiques assez puissants, assez rapides, et puisque en parallèle nous avons l'intensification des données, vous voyez bien que les réseaux sociaux, notamment les gens aujourd'hui utilisent des applications, on a eu tout un tas de situations qui ont fait en sorte que, de circonstances qui ont fait en sorte que la donnée soit distribuée. Vous mélangez les deux, vous combinez, vous avez aujourd'hui la possibilité pour les experts de pouvoir entraîner des machines beaucoup plus rapidement et donc d'obtenir des modèles, des grands modèles de langage fiables du type ChatGPT. Voilà ce qui a fait l'essor et l'avènement de ces architectures en question et de ces solutions par conséquent. Maintenant, à travers la définition que je viens de vous donner et que vous avez pu voir, qu'est-ce qu'on appelle un modèle de langage et par conséquent un grand modèle de langage, il y a eu toujours des erreurs. C'est-à-dire que lorsque au début des premiers entraînements de la machine, on obtenait des résultats pas très probants parce que le retour que ChatGPT, que le grand modèle de langage fournissait était une phrase pas assez cohérente. Donc quand on lisait, ça faisait mal aux yeux, ça piquait, voilà, parce que évidemment les phrases étaient mal agencées, les mots n'étaient pas au bon endroit, etc. Il a donc fallu se poser la question, comment on fait pour en arriver à une phrase cohérente, en fait? Comment est-ce qu'on voudrait comment indiquer à la machine d'en arriver à une conclusion, à écrire des phrases cohérentes, à comprendre l'intention du prompt posé par l'utilisateur. Et donc, ce sont ces questions-là qui ont été posées. Et au final, à travers des recherches, etc., il y a donc les ingénieurs de Google qui ont stipulé, qui ont fini par trouver une architecture particulière qui permet de pouvoir résoudre ce problème-là. C'est ce qu'on appelait donc les transformers. Et à travers les transformers, le phénomène d'attention, self-attention. Self-attention, c'est en gros, on va bon, j'aime pas ces mots anglicisme, mais bon, si en tout cas vous travaillez dans l'intelligence artificielle, vous ne pourrez y échapper, et donc vous serez obligé de vous intéresser. Mais l'idée c'est quoi? C'est que on voudrait, comme je vous expliquais dans un score de probabilité, on voudrait s'assurer que tel mot sur une chaîne de caractères qui contient par exemple une phrase, on va dire, ou même un paragraphe, ça tombe bien, prenons cet exemple-là, un paragraphe qui contient, disons, 10 phrases à peu près, ok.
euh, si je prélève un mot unique au cœur de ce paragraphe-là, pour la machine, pour vous, c'est peut-être cohérent, facile, parce que c'est le langage naturel. On a été habitué à l'école à savoir rédiger un paragraphe de manière cohérente avec les règles et tout le reste. Mais pour la machine, c'est un cas d'école. C'est une difficulté assez dense pour pouvoir en arriver à cette parfaite situation. Et donc, il faut que la machine puisse savoir à quel moment tel mot doit se situer là et ne pas mettre tel autre mot. Donc ce sont des cas comme ça très difficiles. Donc maintenant l'attention ici c'est quoi? C'est de dire que je prends un mot puisque j'ai pu déterminer son score de probabilité dans le corpus de texte qui a constitué son entraînement. Le sous-ensemble maintenant de paragraphes qui m'est donné là, je suis capable de pouvoir inférer à partir de mes données, donc de me référer à partir de mon entraînement de base, de pouvoir aller juger de la pertinence de ce score de probabilité. Et si, par rapport à mon entraînement de base, si je respecte ou si je me rapproche du score qui a été obtenu lors de cet entraînement, cela voudrait dire que je considérais à une certaine probabilité, je précise bien à une certaine hauteur de probabilité, que le mot dans la phrase à cet endroit-là est cohérent. Et par conséquent, j'applique cela à chacun des mots qui se trouve dans le paragraphe. Voilà ce qui fait que vous avez ChatGPT, en l'occurrence, qui vous donne des réponses assez cohérentes. Mais ceci n'est pas venu tout d'un coup comme ça, d'un coup de génie, etc. Il y a eu derrière des gens qui ont pensé ça, et notamment l'architecture des transformers, pour celles et ceux qui voudraient aller beaucoup plus loin. Intéressez-vous aux travaux des ingénieurs de chez Google, parce que ça vient de chez eux, 2017. Vous pouvez lire le white paper qui est en anglais, mais c'est pas un problème, mais allez vraiment en profondeur. C'est aussi pourquoi je distingue bien. La plupart des formateurs là, d'ailleurs, qui vous vendent de l'intelligence artificielle ou des formations, etc., ne comprennent pas, ne sont pas capables de vous expliquer ce que l'on appelle l'attention. Je ne suis pas en train de blaguer avec ça. Il y a toute une gamme de séries ou de compréhension d'outils mathématiques derrière. Mais une fois de plus, comme j'aime bien le dire, si on n'est pas capable, si on n'a pas un niveau assez à peu près correct, on peut pas y entrer pour comprendre réellement ce qui se passe derrière. Bien que ça reste des probabilités, il n'y a pas de souci, mais de décrire vraiment la logique de A à Z, la plupart des formateurs qui vous vendent sur YouTube, etc., sur d'autres réseaux, des formations sur l'IA, ne comprennent pas et ne sont pas capables de vous détailler par conséquent ce que je viens de vous dire. On arrive à la fin, likez, abonnez, je ne saurais répéter cela, bien sûr. Mais voilà ce qui constitue réellement ce qu'on appelle aujourd'hui une IA, un grand modèle de langage, et en particulier donc ChatGPT. Je répète encore, dans GPT justement, c'est pour évidemment faire référence en fait à l'architecture des transformers. D'accord. Alors, je vous donne ici pourquoi l'IA fait parfois des erreurs absurdes. Par exemple, bon, je pense que ChatGPT on en a déjà parlé, ok. Pourquoi maintenant l'IA fait parfois des erreurs absurdes? C'est simple. Bien évidemment que puisqu'on parle de probabilité, ce qui voudrait dire que dans certains cas, la probabilité calculée ne serait pas la bonne. Donc l'erreur forcément est inhérente à ce processus-là. Mais toujours est-il que le but est de pouvoir réduire cette erreur. Et dans ces cas, et en particulier, c'est ce qui se passe. Et dans ce cadre-là, on parle souvent du phénomène d'hallucination. Halluciner, lorsqu'un modèle hallucine, c'est qu'il ne récupère pas déjà les bonnes informations à partir de son corpus de texte d'entraînement. Donc il invente en fait des mots. Il dit, puisqu'il faut remplir des trous, il vous dit ce qu'il a dit, mais ce n'est pas relié à la réalité, aux données réelles auxquelles on voudrait qu'il soit relié dès la base. De pourquoi donc on parle du phénomène d'hallucination. Suivez une vidéo, j'en ai déjà fait une vidéo d'1 heure de temps là-dessus pour vous expliquer tout cela en détail. Je vous renvoie à la chaîne. Alors, je vais terminer ici avec la désinformation, ce que l'IA est et ce que l'IA n'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, à cet état précis et aujourd'hui, vous avez mieux compris cette distinction très claire et nette. Je vais m'arrêter là et on se revoit la prochaine pour une autre explication. Mettez en commentaire justement avant de partir si cela vous intéressait, ce que vous avez retenu ou pas, etc. Si certains points n'ont pas été assez clairs,
bien sûr, je pourrai apporter d'autres éclaircissements et la prochaine fois, éventuellement, peut-être proposer d'autres sujets sur cette partie ou d'autres parties d'ailleurs. Je vous dis merci de m'avoir suivi et restez concentrés. Et surtout, je le répète, pour se former véritablement à de l'intelligence artificielle, faire de l'intelligence artificielle, c'est être capable, à minima, je précise bien, de détailler tout ce que je viens de vous dire et aussi d'interroger ChatGPT. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que il y a une forme en fait de réflexion, de phénomène réflexif entre l'apprentissage l'humain, entre l'apprentissage de l'humain vers la machine et vice versa. Donc je peux poser des questions à ChatGPT sur comment il pense, s'il faut personnifier l'outil, d'accord? Et donc il est capable de me répondre. Mais à la base, c'est vous qui avez la pensée, c'est vous qui savez ce que vous souhaitez. Encore faudra-t-il savoir réellement ce que l'on veut, ce qui est encore quelque chose qui devient de plus en plus difficile dans ce monde dans lequel la bêtise et le phénomène de crétin est en expansion, parce que on est entré dans une société de TikTokisation, si je puis m'exprimer ainsi, où penser devient quelque chose de très rare. Quand on parle de penser, c'est être capable d'articuler un discours qui est cohérent. Ce n'est pas simplement de prononcer des mots ou prononcer des phrases qui sont vides de sens. Je pense que les politiciens sont assez très champions là-dessus, mais penser, c'est véritablement avoir de la consistance, de pouvoir fournir de la matière grise, de pouvoir alimenter réellement le cerveau. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai assez trop dit et j'ai beaucoup fait des digressions. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous encore et likez et partagez. Et merci. Au revoir.